Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau direct sur un sujet d'actualité, la pénurie de personnel. Alors, on en entend beaucoup parler post-pandémie, mais en fait, la pandémie, la pénurie de personnel, elle existe depuis 15 ans. Et j'aurais tendance à dire que j'ai l'impression qu'on se réveille en post-pandémie, euh, mais sachant qu'elle existe depuis un certain nombre d'années, il faut quand même avouer quelque chose, c'est qu'on n'a pas fait grand-chose pour la contrer, pour agir. Et on a décidé chez Gira d'aider nos clients dans ce sens-là, et on y travaille avec certains pour véritablement agir parce que la pénurie de personnel, on peut continuer à pleurer pendant des années si on n'agit pas, si on ne contourne pas le problème, et c'est un peu le sujet de ce direct, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Euh, ce que je vous propose pendant ce direct, c'est n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre le plus possible en direct. Pour ceux qui regarderont ce direct en replay, c'est pareil, j'y répondrai même en différé. Et même ceux qui sont en direct, si vous avez des questions en différé sur le replay, n'hésitez pas. On s'efforcera chez Gira de répondre à toutes vos questions parce que c'est un sujet véritablement très, très, très important. Euh, donc, je vous disais que cette pénurie de personnel, euh, elle date de 15 ans. Euh, en plus, en période post-pandémie, si on peut appeler ça la post-pandémie, on a remarqué une chose, c'est qu'il y a 30 à 50% des salariés qui étaient en chômage partiel qui n'ont pas souhaité revenir dans l'entreprise. Je parle de restauration. Il y a un autre secteur de l'économie qui est dans le même cas que nous, c'est le bâtiment. Alors, comme par hasard, ce sont deux, comment je pourrais dire, deux métiers euh, qui n'ont vraiment pas valorisé, qui n'ont pas été valorisés ces 15, 20 dernières années. Et aujourd'hui, je dirais qu'on paye cash cette non-valorisation. Et c'est fortement dommage et regrettable dans une période où il y a une montée d'une demande de responsabilité sociétale de l'entreprise, ce qu'on appelle la RSE, sur l'éthique, sur l'environnement, mais également sur le social. Mais également sur le social. Et dans cette même période que chez Gira, nous avons qualifié que après la crise sanitaire, nous sommes en train de vivre une crise de croissance. Qu'est-ce qu'une crise de croissance? C'est que depuis le 9 mai 2021, où nous avons réouvert en demi-jauge terrasse, puis le 10 juin en demi-jauge intérieure, puis demi-jauge terrasse, puis le 30 juin en full, on s'est aperçu d'une chose, c'est que pendant le mois de mai et le mois de juin, pas mal de restaurateurs ont fait des scores qui étaient supérieurs, voire à deux chiffres, de la même période en année 2019. Ce qui veut bien dire quoi? C'est que nous avons aujourd'hui une très forte affluence de consommateurs qui veulent se refaire plaisir, veulent se faire plaisir parce qu'ils ont été frustrés pendant un an et demi, enfin un peu moins qu'un an et demi parce qu'on a été ouvert quand même un peu pendant cette année et demie. C'est une consommation de rattrapage extrêmement forte. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une crise de croissance? C'est que on a une forte demande de chiffre d'affaires qu'on ne peut pas assurer parce qu'on n'a pas le personnel pour. C'est quand même incroyable après une crise sanitaire où la restauration a beaucoup souffert. Et puis d'un autre côté, on entend, pardon, Elisabeth Borne nous dire, enfin, envoyer un signal d'alerte au monde de la restauration, mesdames et messieurs, vous devriez augmenter vos salaires. Ouais, c'est hyper sympa vu de Bercy. Augmenter les salaires et puis par réaction, on entend dans les médias, bah, on va augmenter les salaires de 9%, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs 9%, on va filer un 13e mois et puis on va filer un week-end par mois, bien sûr. Je ne sais pas si on a consulté le terrain et les restaurateurs pour proposer de telles choses qui, à mon avis, sont même pas applicables. Parce que quand on a un problème de modèle économique, si en plus on décide d'augmenter les salaires, de filer un 13e mois et de donner un week-end par mois, il faudra qu'on explique comment on va arriver à ce résultat-là. Bref, reprenons les choses au départ. Il y a une étude qui a été réalisée en 2017-18 et je trouve qu'on n'en parle pas des résultats de cette étude. C'est une étude qui a été menée par un des syndicats auprès des jeunes en leur disant
quelles sont les causes pour lesquelles vous ne venez pas dans ce secteur, pourquoi vous ne venez plus dans ce secteur. Et là, vous allez voir, c'est curieux parce qu'on ne parle pas du tout de salaire. On nous dit le manque de reconnaissance, intéressant. On nous dit l'absence de nouveaux défis dans l'entreprise. Il ne se passe rien, je suis là, je fais mon boulot, mais on ne me demande rien. On ne me demande pas de monter d'un cran, on ne me demande pas, on me fixe pas des objectifs, des nouveaux défis. 3, manque de formation. 4, manque d'évolution dans l'entreprise. 5, alors là, oui, ça on l'entend, des horaires contraignants. Ok, c'est vrai. Désintéressement du métier par les jeunes. Les jeunes sont vraiment pas attirés par ce métier. Je pense notamment à la salle, beaucoup plus que la cuisine d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre, ces jeunes, et ces moins jeunes d'ailleurs? Oui, dans les restaurants, il y a une ambiance parfois pesante, donc ça ne nous incite pas à venir. Et puis, il y en a aussi qui nous ont dit, post-pandémie, on a décidé, ayant bien réfléchi pendant l'année, confinement, couvre-feu, etc., à notre vie, à notre boulot, on a envie de changer de vie, on a envie de changer de boulot. Et puis, compte tenu que c'est pas un boulot qui nous faisait sauter au plafond, on a prévu de changer de vie. Alors, je vous disais en préambule, concrètement, on fait quoi? Parce que c'est bien beau d'avoir euh, de pleurer sur sur la pandémie, j'allais dire, mais non, sur la pénurie de personnel. Moi, je pense qu'il faut passer à l'action. Et je pense qu'il faut passer à l'action sur, allez, 3 grands volets. Un, il faut qu'on se mette à revaloriser ce métier. Ça veut dire quoi concrètement, revaloriser ce métier? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub sur l'artisanat qui est passée à la télévision il y a quelques années. Remarquable publicité qui donnait envie d'aller dans l'artisanat ou en tout cas d'acheter dans l'artisanat. Et puis il y avait aussi une pub sur l'armée. Alors là, félicitations à l'agence de com pour avoir monté cette pub parce que pour rendre l'armée sexy et avoir envie d'y aller, il fallait vraiment faire un très bon boulot et ils l'ont fait. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas X millions d'euros sur la table pour monter une publicité, une communication, je ne sais pas comment on peut appeler ça, peu importe, sur les métiers de service dans la restauration, rendre ça plus sexy, plus attirant, pour donner envie aux parents des jeunes, aux jeunes, aux moins jeunes, etc., de dire ah, c'est ça la salle d'un restaurant, j'ai très envie d'y aller. Il faut mettre de l'argent sur la table pour faire ça. Pas au niveau local. Au niveau local, ça va être très compliqué et puis on va frapper pas assez fort. Il faut le faire au niveau national. Mais qu'on soit bien conscient que si on lance une revalorisation là, tout de suite, maintenant, on en récoltera les fruits dans quelques années. C'est pas immédiat. Donc, on a pris du retard. Mettons-nous au travail sur la revalorisation de ce métier. Depuis, allez, ça fait 4 ans que je les harcèle. M6, avec qui nous avons des relations chez Zira, je leur ai dit, après Top Chef, ça serait bien que vous montiez un Top Salle. Alors l'expression est pas jolie du tout, c'est un nom de code. Ils m'ont dit, excellente idée, on va le monter, mais, ils m'ont dit, tu sais, une émission comme Top Chef ou Top Salle demain, ça va passer au prime time. Au prime time, on est sur du grand public. Le grand public, on ne peut pas lui faire une émission sur technique de service, je desserre à gauche, je serre à droite, ou le contraire d'ailleurs, je ne sais même pas, les nappes, les surnappes, et de quel... Non, ça va pas du tout les intéresser, donc il faut rendre, si tu veux, me disent-ils, monter un top salle, il faut rendre le service beaucoup plus, je sais pas comment je pourrais dire, romancé, un peu plus sexy, un peu plus dramatique, comme certaines émissions de cauchemar en cuisine ou autre, mais bref, il faut montrer le service au consommateur plus convivial, plus partage, plus expérientiel, etc. Mais ça peut être aussi le retour du spectacle en salle que nous prenons chez Gira depuis maintenant, 3-4 ans, que l'on se remette à faire quelque chose dans la salle, près du client, près de la table. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même avouer une chose, dans quasiment toutes les formes de restauration, nous sommes devenus des preneurs de commandes et des porteurs d'assiettes. Il ne se passe rien dans les salles, il ne se passe plus rien dans les salles. Il faut qu'il se repasse quelque chose dans les salles. Et je pense que s'il ne se repasse pas quelque chose dans les salles, qui justement contribuerait à la revalorisation du métier, on va ouvrir un boulevard à la livraison. Parce que s'il n'y a pas d'expérience, s'il n'y a pas de service, autant que je me fasse livrer à mon bureau ou à mon domicile l'assiette de ce
de restaurateur, assiette que j'aime bien, mais quel intérêt d'y aller, puisqu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de service. Donc, c'est, à mon avis, à ce prix-là qu'on revalorisera les métiers de la restauration et particulièrement les métiers de la salle qui sont assez mal perçus. J'entends beaucoup dire je ne suis pas le larbin de l'autre, on est traité comme des chiens de la part des clients. Je ne suis pas sûr qu'il faille prendre le problème de ce côté-là. Il faut montrer ça, à mon avis, autre chose. Deuxième volet, une fois qu'on a revalorisé, il faut parler de recrutement. Alors là, le recrutement, moi je pense qu'il faut le contourner, mais alors complètement. Je pense qu'il faut se mettre à recruter des nouveaux profils. Alors, on me dit souvent, c'est quoi tes nouveaux profils? Et ben, c'est des non-professionnels de la salle, encadrés évidemment par des professionnels de la salle. De qui je parle? Des étudiants, des femmes au foyer, des retraités et toute personne qui voudra faire quelques heures, je dis bien quelques heures, parce que on est sur des contrats beaucoup plus courts, en dessous de 24 heures d'ailleurs. Euh, Évidemment, on parle même plus de coupure. Je vous donne un exemple. J'ai participé avec un de mes clients à des recrutements de justement femmes au foyer et retraitées. Et il y a des femmes au foyer qui nous ont dit mais ça m'amuserait beaucoup de venir faire le service du midi, sauf que moi à 16 heures il faut que je sois à l'école. Des retraités nous ont dit alors moi le midi je ne travaille pas, c'est plutôt le soir et par contre je veux être rentré chez moi à 23 heures. Enfin bref, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle dis-moi à quel rythme tu veux travailler, dis-moi quand tu veux travailler, c'est moi qui m'adapte à toi. Mais je vais vous dire ce que je vous dis là, il n'y a rien de nouveau. McDonald's en France le fait avec des étudiants depuis 40 ans, depuis qu'il est là. Il le fait depuis 40 ans. Il dit aux étudiants, quel est ton rythme? Quand est-ce que tu veux bosser? C'est moi qui m'adapte en termes de planning. Et puis, au niveau du recrutement aussi, et j'ai fait le test avec un de nos clients et ça fonctionne. Je ne dis pas que c'est la règle magique, mais ça fonctionne. Je lui ai dit, à ton prochain recrutement de salle, tu fais venir les personnes en entretien à midi moins le quart. Il me dit, mais à midi moins le quart, c'est le repas du perso, puis à midi moins le quart, on va attaquer le service. Je lui dis, fais venir la personne. On a fait venir une personne qui nous file son CV et on lui dit, stop, ton CV, on le met de côté. On a un truc à te proposer. Ça te dit de faire le service avec nous? Parce que je vais vous dire, le seul moyen de voir si quelqu'un évolue bien en salle, s'il a la banane, s'il aime chouchouter le client, s'il éprouve du plaisir à faire plaisir à un client, enfin bref, c'est le service en salle, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je viens de raconter, c'est de le voir à l'œuvre. C'est de voir à l'œuvre. C'est pas le CV de 3 mètres de long qui va nous dire si la personne est commerciale, commerçante, et si elle a du bon sens, et encore une fois, si elle a un comportement en salle extrêmement bienveillant et au service du client. Alors, quand je dis ça, on me dit oui, mais on n'a pas le droit de faire travailler si on ne fait pas une déclaration. Je suis entièrement d'accord. Faites une déclaration d'1 heure et demie de travail, voilà, et au moins on verra. Mais je vais vous dire, quand je propose d'embaucher des femmes au foyer ou des retraités, on me dit mais ces gens-là, ils ne savent pas porter 4 assiettes, ils ne savent pas tenir un rang. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on préfère aujourd'hui? Quelqu'un qui sait porter 5 assiettes et qui fait la tronche et qui traîne, ou voire qui est très très efficace, mais qui traîne les pieds. Enfin, je veux dire, voilà, on a l'impression qu'il n'est pas très très en forme. Ou quelqu'un qui sait porter que 2 assiettes, mais qui est souriant, qui est bienveillant, qui s'occupe du client, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le choix, il est vite fait. Franchement, il est vite fait. Je pense que il faut recruter en salle, je dis bien, des gens qui ont plus sur le savoir-être, contact client, bon sens, sens commercial, que sur le savoir-faire. Son CV de 3 mètres de long où il nous dit qu'il a travaillé chez telle ou telle maison. En fait, qu'il ait travaillé chez telle ou telle maison, ça ne nous dit strictement rien sur son comportement en salle. Et en plus, je vais vous dire, s'il a un CV 3 mètres de long où il change régulièrement de maison, ça devrait effectivement nous alerter. Et puis, il y a aussi d'autres méthodes pour le recrutement. Alors, celle-là, quand j'en parle, on me dit, ah non, non, ça se fait pas, c'est pas bien de faire ça. Mais moi, je le constate depuis 3-4 ans, c'est qu'il y a des restaurateurs qui repèrent un très bon élément, une très bonne serveuse qui fait un boulot remarquable, un très bon serveur qui fait un travail remarquable. Et ben, je peux vous assurer qu'ils ont mis en marche de la chasse. Ils vont les chasser eux-mêmes. Il ne faut même pas intervenir un cabinet de chasse. Ils sont en train de dîner ou au déjeuner chez vous. Ils repèrent cette fille ou ce gars
et il lui glisse un petit mot, écoute, si tu cherches du boulot, moi j'ai quelque chose à te proposer parce que vu le service que tu fais, bravo, chapeau. Il lui file son 06 ou son 07 et croyez-moi que ça marche. C'est pas très joli de faire ça de la chasse, mais je suis désolé, ça existe. Et il faut pas mettre la tête sous le sable, ça existe. Il y a tellement de moins en moins de gens qui sont très bons en salle qu'aujourd'hui on va les chercher comme ça. Je le répète, je suis pas en train de vous dire qu'il faut le faire, je suis en train de vous dire que ça se fait. Après chacun fait ce qu'il veut. Et puis dans le recrutement aussi, ce qui existe d'ailleurs dans des grandes marques mondiales, c'est pourquoi ne pas rechercher aussi la fierté de travailler chez vous. Je suis fier de travailler chez vous. Il faut qu'on réintroduise ce sentiment un peu d'appartenance et de fierté à une entreprise, à un restaurant, à un hôtel, qui existe malheureusement beaucoup trop peu. Et puis ce qu'il faut rechercher aussi, tout simplement, et c'est un de mes clients qui me le disait il n'y a pas très très longtemps, est-ce que c'est pas tout simplement le bien-être dans l'entreprise qu'il faut procurer à nos salariés? Il y a, il y a un gourou du management que j'avais entendu il y a quelques années, des salariés heureux feront des entreprises heureuses, donc des clients heureux. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Sans le personnel qui chouchoute les clients, à mon avis, on aura de moins en moins de clients. Euh, Après le recrutement, il faut parler de fidélisation. Alors ça, c'est un peu le côté un peu qui fâche, parce que dans la fidélisation, il faut qu'on change de méthode, il faut qu'on fasse de la restauration, autrement, on n'a pas de choix. La coupure, mais alors c'est même plus la peine d'en discuter, il faut la supprimer purement et simplement. Plus personne en veut. Qu'on ait 55 ans ou qu'on ait 25 ans, on ne veut plus travailler en coupure. Pourquoi on ne veut plus travailler en coupure? C'est que j'ai une coupure de 3-4 heures. Qu'est-ce que je fais en 3-4 heures, sachant que j'habite à 1 heure d'ici? Enfin, je veux dire, ça n'a plus de sens, la coupure. Deux, il faut travailler sur des contrats beaucoup plus courts. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des contrats nettement inférieurs à 24 heures. Alors, c'est vrai que ça démultiplie les fiches de paye, ça démultiplie les contrats et ça fait des plannings infernales. Mais aujourd'hui, il y a des applications qui font ça à votre place, je vous assure qu'ils le font très très bien. Il faut travailler de manière permanente en temps choisi. Je l'ai dit tout à l'heure, le temps choisi, c'est dis-moi quand tu veux travailler, c'est moi qui m'adapte à toi. C'est le seul moyen, à mon avis, de fidéliser quelqu'un et qu'il soit bien dans l'entreprise, plutôt que de lui filer des horaires contraignants, de lui filer jamais un dimanche, de lui filer un week-end tous les 3 mois ou tous les 2 mois, enfin bref. Il faut également qu'on se mette à pratiquer ce qu'on appelle la sanction positive. Je vais répondre à la question d'Hélène dans 1 minute. Je voudrais juste terminer ma sanction positive. On a une très mauvaise habitude en France, non, pardon, dans les pays latins, c'est que la sanction, elle est toujours négative chez nous. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit. Quand il y a quelque chose qui va, on ne dit pas. On ne comprend pas. Et il y en a qui me disent, oui, mais si c'est bien, pourquoi veux-tu que je le dise? Ben si, je pense qu'il faut le dire. Et la sanction positive, c'est pas à la fin d'un service, aller voir fait par le personnel. Alors je voudrais revenir sur la question d'Hélène. Hélène nous dit, certains ont essayé de recruter, mais serveurs, mais ils n'ont pas envie de partir. Ah bah ça veut dire, Hélène, que tes serveurs sont très bien dans ton entreprise. Parce que, je vais te dire, si on chasse dans tes restaurants et que les gars ou les filles ne veulent pas partir, ça veut dire, un, ils se sentent bien, deux, il y a une ambiance correcte dans l'équipe et ils ont envie de rester. Donc voilà. Mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres entreprises, autres que la tienne, Hélène, où dès qu'on les sollicite, ils disent ah oui, ça m'intéresse, qu'est-ce que tu me proposes? Et peu de temps après, ils s'en vont, même sans prévenir. Même. Ça nous arrive, etc. Comment on peut faire également pour fidéliser? Alors, les deux mesures que je vais vous donner là, c'est pas des mesures très sympathiques, mais on a, nous, des clients avec qui on travaille, on n'a pas le choix. Il y a des clients qui sont, des restaurateurs clients qui sont ouverts 7/7 et ils me disent, compte tenu que j'ai pas de personnel, compte tenu que je veux activer le côté social, eh bien, au lieu d'être ouvert 7/7, je descends à 6/7, voire 5,5/7. Vous vous rendez compte? Dans une période où il y a de plus en plus de demandes au niveau de la restauration, eh ben, nous, on réduit l'amplitude d'ouverture. Très mauvaise nouvelle. Deuxième possibilité, bah, au lieu de prendre le dernier client, je dis n'importe quoi, à 22 heures, on prend le dernier client à 21h30. On gratte une demi-heure, on gratte peut-être aussi une demi-heure en début de journée, etc. Ou une demi-heure en début de soirée. Bref, on réduit les amplitudes journalières et on réduit les amplitudes horaires du restaurant. Et ça, c'est une manœuvre purement mécanique pour
améliorer les conditions de travail du personnel. Malheureusement, ça a des impacts sur le chiffre d'affaires qui va évidemment descendre d'un cran. J'ai vu également, pour fidéliser, d'offrir une journée de repos supplémentaire. C'est pas mal, offrir une journée de repos supplémentaire. Le salarié vous en sera extrêmement reconnaissant. Et puis, il y a une solution aussi radicale que j'ai vue et qu'on est en train même de réfléchir avec certains restaurateurs pour qui on travaille. Vous savez, les restaurants, depuis quelques années, ont plutôt une tendance à avoir un chiffre d'affaires qui grimpe le midi et qui descend le soir, ou l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on a un positionnement, on a un concept qui est plutôt, comment je pourrais dire, midi nécessité dans un cadre actif, ou un concept qui est plutôt tourné vers le côté festif, amis, famille, soir, où on prend son temps, où il y a une connotation de plaisir, de partage et de convivialité. Bref, on s'aperçoit que très très rares sont les restaurants qui font la même performance midi et soir. Ça veut dire qu'ils ont un positionnement midi et qu'il y a un marché pour le midi, et ça veut dire qu'ils n'ont pas de positionnement le soir, pour ceux qui sont meilleurs le midi, et qu'ils ont beaucoup moins de marché pour le soir. Donc, il est intéressant de réfléchir à un modèle économique où on serait ouvert que les midis, ou un modèle économique où on serait ouvert que le soir. Et je peux vous assurer, pour l'avoir testé, que ça fonctionne. Il suffit juste de dire, allez, on se positionne que le midi, donc le soir, évidemment, on sera fermé, mais si on se positionne le midi, on accélère en communication locale sur notre midi, on travaille une carte qui est complètement nécessitée, qui est complètement active, tournée vers les actifs, le business, les employés, les cadres de moyens, les cadres supérieurs, enfin bref, on est très midi. Et si on veut se positionner que sur le soir, c'est exactement pareil, on se positionne sur le soir dans un cadre beaucoup plus convivial, partage, etc., où on passe plus de temps à table, où on dépense plus, mais il va être de plus en plus difficile de rentabiliser les restaurants en termes de frais de personnel, sachant qu'on va être moins bon le midi ou meilleur le soir ou le contraire, en travaillant sur les deux services. Ça va être de plus en plus compliqué dans les années à venir. Et puis en termes de fidélisation, moi, je me rappelle quand j'étais sur le terrain, il y a quelques années, on organisait avant le service, genre à 11h45, un briefing avant service. C'est quoi un briefing avant service? Toute l'équipe, y compris la cuisine, se réunissait autour du bar, debout. Ça durait quoi? 5, 7 minutes si notre manager ou si le manager était bavard ou si le cuisinier était bavard, mais pas plus que ça. C'est quoi un briefing? C'est de dire ce qu'il y a aujourd'hui comme plat du jour, qu'est-ce qu'il y a à passer, qu'est-ce qu'il y a de spécial, qui va faire quoi, qui est plutôt responsable de ça, est-ce qu'on va faire plutôt ça aujourd'hui avec le client. Bref, c'est la checklist de décollage de l'avion. Les pilotes d'avion, avant de décoller, ils se font une checklist. Pourquoi nous, on ne se fait pas une checklist avant d'ouvrir les portes? C'est exactement pareil. Et le briefing d'avant-service, c'est une façon de mobiliser toute l'équipe dans la pièce de théâtre qu'on va jouer, parce qu'un service est une pièce de théâtre. Et le briefing de tous les acteurs me paraît très important en termes d'implication et de reconnaissance. On peut aussi fidéliser en donnant des responsabilités. Ça, on ne le fait pas assez, je trouve, dans la restauration. Euh, Impliquer des équipes dans une tâche qui n'a rien à voir avec le job pour lequel on les a recrutés. Je vais vous donner un exemple. Il y a un de nos clients qui était pas très très féru sur les réseaux sociaux, ça l'intéresse pas trop, il n'a pas envie et il sait pas faire. Ok. Mais je lui dis, mais il faut que tu sois sur les réseaux sociaux. Il me dit, oui, je sais, il faut que je sois sur les réseaux sociaux. Donc il faut que je prenne une agence de com. Je lui dis, non, non, peut-être pas. Est-ce que tu n'as pas dans ton équipe une serveuse, un serveur qui est passionné par les réseaux sociaux, qui d'ailleurs les utilise de manière remarquable et qui pourrait pas s'occuper de notre page Facebook, de notre page Insta, voire des deux d'ailleurs. Et je peux vous assurer que dans toutes les équipes, vous avez un membre de l'équipe qui est passionné par ça. Mais filez-lui la digitalisation, filez-lui les réseaux sociaux, filez-lui même tout ce qui est développement, je parlais tout à l'heure, environnemental, sociétal et éthique. Il y a des gens aujourd'hui qui sont passionnés du développement durable, de l'écologie. Donnez-leur cette mission. Ça ne veut pas dire qu'on leur donne l'autorisation de faire tout ce qu'ils veulent. On leur donne le dossier à traiter.
et il organise des réunions avec vous-même et avec le membre de l'équipe pour dire voilà, on réfléchit sur tel sujet, comment on met ça en place, qui s'occupe de quoi, etc. Enfin bref, vous leur donnez une responsabilité, vous leur donnez une tâche, et idem pour le digital, pour les réseaux sociaux et autres. Voilà, donc j'en ai terminé sur l'énumération de tout ce que l'on peut faire. Il y en a évidemment plein d'autres. Mais ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui rester les bras croisés sur cette pénurie qui est gravissime, parce que cette pénurie qui est gravissime, si on ne passe pas à l'action et qu'on ne fait pas de la restauration autrement, en contournant le problème, eh bien, on va perdre cet énorme chiffre d'affaires qui est devant nous en 2021, avec cet afflux de clients qui veut se refaire plaisir, et surtout cette année 2022 qui pointe à l'horizon, qui, pour nous, et j'en suis quasiment persuadé, va être une année de croissance à 2 chiffres pour la restauration. Alors évidemment, s'il n'y a pas de cinquième vague, évidemment, c'est toujours pareil, mais on va vers une croissance extrêmement forte. Les Français font partie des peuples qui sortaient le moins au restaurant. Voilà, donc c'est en train de changer. Le midi en semaine, le taux de retour à domicile s'effondre partout, donc le business du midi va s'envoler. Enfin bref, tous les signaux sont au vert et on n'a pas le personnel pour assurer cet afflux de chiffre d'affaires. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et comme ça, entre nous, j'ai quelques restaurateurs que je ne citerai pas, qui ont des affaires magnifiques, qui marchent très fort, qui font des très gros chiffres d'affaires et très grosses rentabilités. Ils sont légèrement démoralisés. Quand je dis légèrement, je suis gentil parce que ils sont légèrement démoralisés. Ils nous disent, ça tombe tous les ans, depuis des années, les gilets jaunes et les attentats et la crise sanitaire et ceci et cela. Il y a toujours quelque chose. Et la pénurie de personnel qui vient se greffer par-dessus, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est très démoralisant. Et cette démoralisation, elle est gravissime parce que ce sont des affaires qui tournent bien, ce sont des grosses affaires, tout va bien, les clients sont contents, ça fait de la rentabilité et eux disent peut-être qu'on va jeter l'éponge. Ça serait dommage, moi je les incite à pas jeter l'éponge parce qu'il faut se battre. Et se battre, ça veut dire trouver des solutions. Même si les solutions ne marchent pas, on en trouve d'autres, Mais il faut agir. Ne restons pas les bras croisés devant ce fléau, parce que c'est vraiment un fléau, de moins en moins de gens qui veulent travailler dans ce joli métier, parce que le métier de service, en salle, je suis désolé de le dire, je le disais même dans un lycée hôtelier il n'y a pas très longtemps, c'est un super joli métier extrêmement valorisant. Mais vendons-le comme ça, recrutons des gens qui ont envie effectivement de s'exprimer en salle. Voilà, j'en ai terminé de ce direct. À part Hélène, il n'y a pas d'autres questions. Vous n'avez pas d'autres... Ah si, j'avais pas vu, pardon. Dominique, qui me dit à condition d'avoir du personnel qui sache écrire sans faire des fautes d'orthographe, sinon ça peut être contre-productif. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il doit écrire le personnel. La prise de commande. Alors aujourd'hui, on peut avoir des pads, on peut avoir des choses très faciles pour prendre la commande et la balancer en cuisine. Donc je suis pas sûr que la prise de commande par des gens qui savent écrire. Et puis de toute façon, les cibles dont je parlais tout à l'heure, je parle de femmes au foyer retraitées. Je pense que ça m'étonnerait qu'on ait des gens qui savent pas écrire ou pas lire. Donc de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Patrice me dit exact, même remarque. Bon, d'accord. De l'amateurisme sur la forme et sur le fond, contre-productif. Je suis désolé, je comprends pas trop, Patrice, ce que tu veux nous dire, si ce n'est que on polarise là peut-être sur une frange très petite, effectivement, de gens qui savent pas lire et écrire, mais je ne sais pas si c'est le gros du personnel qui évolue en salle. Je suis pas sûr. Oui, Hélène dit ils maîtrisent mieux que nous toutes les applis. Alors ça c'est sûr, quand vous leur donnez un pad dans les mains, ils savent beaucoup mieux m'en servir que nous et à une vitesse complètement dingue. Et ils trouvent même des trucs et astuces pour accélérer les process sur les pads qu'ils ont en main. Et ça, je trouve ça très intéressant. Euh, alors Magali qui me parle de réseaux sociaux. Excuse-moi Magali, j'ai pas compris ce que tu voulais dire sur les réseaux sociaux. Si tu peux revenir dessus. Valérie, bonjour Valérie, j'avais pas vu que vous étiez là. Instagram, c'est que des photos. Oui et non Valérie. Instagram, ça peut être aussi des stories, ça peut être aussi de la vidéo. Donc
Vous faites bien, Valérie, de parler d'Instagram, parce que nous, on nous pose souvent la question chez Jira. Ouais, il faut être sur les réseaux sociaux, mais il faut que j'ai une page Facebook. Il faut que j'ai quoi? Alors, Facebook, c'est bien, mais je pense que le réseau social qui est le plus adapté pour la restauration, c'est Instagram. C'est Instagram. Instagram, c'est du visuel. Instagram, c'est de la photo. Instagram, c'est de la vidéo. Et qu'est-ce qu'on veut montrer dans un restaurant? Là où on est, le cadre, ben, là où je suis, c'est un cadre plutôt sympathique, et l'assiette. Et je trouve que Instagram est vraiment le réseau social le plus adapté, évidemment, à la restauration. Christophe me dit les CQP peuvent être une solution. Alors je suis désolé, CQP, explique-moi Christophe parce que je ne connais pas. Mais qualité, propreté et ça va être autre chose. Sylvain, impact de la modif du business model, diminution de l'amplitude sur le business plan économique du poids, du loyer et autres charges. Là j'ai du mal à suivre, mais en gros Sylvain, il faut rendre les choses beaucoup plus simples que ça. La diminution de l'amplitude, elle n'a pas un impact aussi important qu'on l'imagine. Sauf évidemment si tu ouvres 7 sur 7 et que soudainement tu ouvres 2 jours par semaine. Ça, ouais, ça va avoir un impact. Mais si tu as encore une majorité de jours d'ouverture sur la semaine ou une majorité de services, parce que une semaine, c'est 14 services. Il faut être ouvert au moins 8 services dans la semaine, donc une majorité. Mais quand vous ouvrez 8 services dans la semaine, si toutefois on prend cette hypothèse-là, choisissez bien les 8 services. Est-ce que vous êtes plutôt sur les services nécessité ou est-ce que vous êtes plutôt sur les services festifs? Ne vous trompez pas de services sur lesquels vous restez ouvert. Martial, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il y a tout un savoir-faire qui est en train de disparaître. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, Martial. Dommage, quand, quand on a connu il y a 30 ans bien des choses, j'ai pas vu le reste. Oui, c'est vrai, il y a un savoir-faire qui a disparu, mais il faut pas qu'on pleure sur ce savoir-faire qui a disparu. Il y a un nouveau savoir-faire qui arrive, qui est peut-être moins technique, mais plus commercial, plus spectaculaire, plus convivial. Bon, bah, c'est l'évolution de la société. Thomas me dit oui, je suis d'accord, il faut réinventer notre recrutement. Alors là, complètement à plat, complètement d'accord, il faut réinventer ce recrutement. Euh, Formation adulte du Greta, Émilie nous dit oui, oui, on peut faire de la formation. Je l'ai dit, dans les griefs que font les jeunes, ils disent je manque de formation quand je suis dans l'entreprise. Eh ben, formons-les, formons-les. Il y a des budgets formation et je suis quand même très très surpris que ces budgets formation, on les laisse s'envoler. Et on sait très bien que si on les laisse s'envoler, ben, on ne peut plus les utiliser. Utilisons-les à faire de la formation, à faire du coaching, à faire tout ce que vous voulez, mais utilisons-les. Magali, le point concernait l'orthographe par rapport à leur capacité à gérer les réseaux sociaux. Oui, alors c'est vrai, tu as raison Magali, il ne faut pas filer les réseaux sociaux à gérer à quelqu'un qui écrit avec plein de fautes d'orthographe et qui syntaxe mal. Ça, c'est vrai. En revanche, ce quelqu'un, on peut lui demander de nous suggérer des idées de posts qu'on fera poster par quelqu'un d'autre qui sait écrire correctement. Voilà. Mais n'éliminons pas systématiquement les gens qui font plein de fautes d'orthographe. Ils ont sûrement d'autres qualités ailleurs. Euh, alors, certificat de qualification professionnelle. Merci beaucoup, Patrice. Une formation diplômante. Effectivement, le CQP est une excellente formation, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Euh, Magali qui me dit bravo Bernard pour tes capacités à gérer les questions en live. Euh, ouais, t'as raison Magali. Faut savoir que mon équipe me le dit à chaque fois que je fais des lives, ils me disent vous devriez plus répondre aux clients, aux questions qu'on vous pose. Et ben c'est ce que je m'efforce de faire aujourd'hui. J'espère que je le fais le mieux possible. La formation doit être aussi pour les dirigeants. Oula oui Christophe. Alors là, 100% raison. On parle beaucoup de la formation des équipiers, mais alors il y a des dirigeants qui feraient bien aussi d'être formés, qui devraient aller en formation. Je dirais peut-être pour des remises à niveau. La société a évolué, la restauration a évolué, les consommateurs ont évolué. Enfin bref, tout a évolué et peut-être aussi il faut qu'on se remette à niveau à ce niveau-là. Je suis tout à fait d'accord.
Et d'ailleurs, à propos de cette remise à niveau, de manière très globale, et là, ça ne concerne pas que la restauration, mais c'est très global, je pense que les nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui, je parle des moins de 30 ans, ces gens-là ont un rapport à l'entreprise qui est très différent du rapport que nous avions à l'entreprise. Et ce nouveau rapport, on est obligé d'en tenir compte, un, pour les recruter, pour les faire évoluer, pour les rémunérer, pour les... Rémunération. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, qu'on a mis au point et qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle le cooptage rémunéré. Vous savez ce que c'est que le cooptage rémunéré? Ça m'a été inspiré par, je crois, le Portugal, l'Espagne et la Grèce qui appliquent ça. Quand vous allez dans un restaurant au Portugal, en Espagne et en Grèce, à la fin du repas, on vous amène le TPE. Et au moment de mettre votre code sur le TPE, il y a marqué est-ce que tu veux rajouter 10%, 15% ou 20%. Ça veut dire que c'est le client qui décide s'il rajoute 10, 15 et 20. 10, 15 et 20 par rapport à quoi? Par rapport au service dont j'ai bénéficié, moi client, avec cette personne qui m'a servi pendant tout le repas. Et j'ai discuté avec des serveuses et des serveurs et je leur ai dit, vous aimez bien ce système? Ils disent, on adore et on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire pour que le client mette 10, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, contrairement aux Américains où le tips est obligatoire. En Grèce, au Portugal et en Espagne, il n'y a rien d'obligatoire. Donc, ils me disent, je sais ce qu'il faut faire pour qu'ils nous mettent au moins 10 et je sais aussi ce qu'il faut faire pour qu'ils nous mettent 15 ou 20. Donc, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si on peut appeler ça du pourboire. Bon, moi, j'appelle ça l'évolution de ma rémunération presque au mérite. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la rémunération au mérite, mais je suis désolé. À l'inverse, je leur réponds, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que je suis serveur, que je fasse bien mon boulot, que j'ai la banane ou pas, j'ai le même salaire à la fin du mois. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Donnons la main au client de décider si vous avez fait un super service. Et croyez-moi qu'en Espagne, au Portugal et en Grèce, ils ont tout compris, les serveurs et les serveuses. Ils font des services remarquables parce qu'ils savent qu'il y a la carotte au bout. Et je trouve ça une technique. Moi, j'aime bien la technique. Moi, ça me dérange pas. Il y en a qui ça dérange, je sais bien, la carotte, le mérite. Moi, ça me dérange pas du tout. Charles nous dit, le gouvernement a-t-il dans l'idée de proposer des solutions pour faire évoluer les salaires de nos employés? Alors là, pas du tout, parce que si on compte sur le gouvernement pour se mêler de notre petit problème de pénurie de personnel, je crois qu'on peut attendre bien, bien longtemps, puisque Elisabeth Borne nous a dit il y a quelques semaines, et oh les gars, il faudrait augmenter les salaires. Voilà la solution, évidemment. C'est une solution très simple. Elle ne voit pas du tout le modèle économique du restaurant qui est extrêmement fragile. Et si on augmente les salaires de 9%, je veux dire, ça fait rire beaucoup de restaurateurs parce qu'on n'a pas les moyens d'augmenter les salaires de 9%. Enfin, bon, bref. Magali dit à condition d'avoir du personnel qui sache écrire. Ah oui, ça, tu nous l'avais déjà dit. Ok, il n'y a pas de problème. Hélène qui reprend la parole et qui me dit j'ai formé mes employés et pendant le confinement, les plus anciens ont fait la formation, permis de former. Excellent, excellent. Je ne comprends pas pourquoi des restaurateurs n'ont pas profité de l'année 2020, 1, pour se réinventer, 2, pour réfléchir, 3, pour se repositionner et 4, pour se pencher sérieusement sur le bien-être de ses équipiers dans son restaurant. Comment je peux fidéliser mes salariés? Qu'est-ce que je peux changer comme technique de management? Je veux dire, l'année 2020, on aurait dû, mais alors complètement la consacrer à se repenser, complètement. Tout le monde ne l'a pas fait. Il y en a qui l'ont fait. Je me souviens d'un restaurateur que je ne citerai pas, qui a 2 étoiles au guide Michelin dans l'Est de la France, à qui j'ai dit, 2 étoiles au guide Michelin, je dis bien, à qui j'ai dit, tu devrais faire du drive. Il a failli tomber de sa chaise quand je lui ai dit ça, et je lui ai dit, attends, le drive n'est pas réservé à McDonald's, je vois pas pourquoi, quand on a 2 étoiles au guide Michelin, ou même 3 d'ailleurs, il y en a un 3 qui l'a fait dans son sillage, je ne chargerai pas ton coffre avec un super packaging magnifique, avec une fiche de progression qui m'explique à quel moment je réchauffe les légumes, la sauce, comment je la remets en température, à quel moment je la verse. Et je lui ai dit, tu devrais même filer des conseils d'art de la table aux gens qui viennent se faire un étoilé Michelin à la maison, en drive. Et ben ça a fonctionné. Ça s'appelle, moi je trouve, de la réinvention. Qui aurait imaginé, même nous, on n'avait pas imaginé dans nos plus doux rêves qu'un étoilé Michelin ferait du drive. Comme d'ailleurs, on n'aurait jamais imaginé que la restauration rapide se mette à faire du service à table. Alors, je veux dire, ouvrons un peu nos yeux et essayons d'être un peu à l'affût de l'évolution
Il n'y a rien de péjoratif aujourd'hui. Je veux dire, un étoilé qui fait du drive ou de la restauration rapide qui se met à faire du service à table, il n'y a rien d'extraordinaire. Valérie qui reprend la parole et qui me dit quid du recrutement en cuisine, il faut du personnel qualifié. Et oui Valérie. Là, on n'a pas le choix. En cuisine, tout ce que je viens de vous dire là, à mon avis, on ne peut pas tout appliquer, sauf si en cuisine autour d'un cuisinier ou d'un chef, on lui met des exécutants qui ont du goût, des exécutants qui appliquent exactement ce que dit le chef et le cuisinier. Là, ça peut le faire. Là, ça peut le faire. Et là, on peut envisager de faire rentrer en cuisine, en tant qu'exécutant, je dis bien, pas en tant que chef de cuisine, des femmes au foyer, des retraités, des cuisinières, des gens qui aiment faire la cuisine. Il y a des retraités et des femmes au foyer qui aiment faire la cuisine. Alors, ils aiment faire la cuisine pour la famille, pour 2, 3, 4 personnes. Maintenant, là, c'est faire de la cuisine pour 50, 60, 120 personnes dans la journée. Mais ça les amuse. Donnons-leur cette possibilité de rentrer dans une cuisine et de filer un coup de main au chef, parce que c'est pas elles qui vont piloter la cuisine. Mais ça, j'y crois beaucoup. On l'a fait chez un de nos clients de faire rentrer des retraités, des cuisinières qui adorent faire la cuisine. Elles font un boulot remarquable. Attention, elles ont besoin d'être encadrées par un professionnel. On ne lâche pas des femmes au foyer et des retraités toutes seules en cuisine ou même toutes seules en salle. Il faut toujours un encadrement professionnel. Sylvain, quelle stratégie de distribution des pourboires entre équipes de salle et de cuisine? Ah, excellente question, Sylvain. Moi, je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui travailler avec des pourboires qui sont mis dans un pot commun, distribués équitablement. C'est tout à fait déplacé, ça ne marche plus et c'est pas intéressant. Je pense que pour la salle, il faut faire ce que j'ai dit précédemment, l'histoire du TPE ou d'autres façons d'avoir une rémunération au mérite pour chacun des employés. Pour la cuisine, il faut monter un système de gratification très différent qui n'a rien à voir avec le service, puisqu'ils ne sont pas en contact avec le service. Ils sont en contact avec la prestation alimentaire qu'on va amener aux clients. Donc, c'est peut-être lié à des enquêtes clientèle ou à des clients mystères qu'on va mettre en place, ou on va avoir une note sur la prestation alimentaire qui monte. Et là, on a une note sur la prestation alimentaire qui monte. Donc là, il faut récompenser la cuisine. Bah ouais, c'est pas la salle qu'on récompense pour ça, c'est plutôt la cuisine. Donc je pense qu'il devrait y avoir deux niveaux de gratification différents en salle et en cuisine, plutôt que de mettre tout ça dans un pot commun et distribuer ça de manière égale. Je trouve que ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ça a vraiment plus de sens. Betty, qu'est-ce qu'elle nous dit, Betty? Bonjour Betty, renforçons le sentiment d'appartenance à nos maisons. Ah oui, oui, alors ça, je l'ai dit au début, mais tu n'étais peut-être pas là, Betty. La fierté d'appartenance, je suis complètement d'accord. Être fier de travailler dans cette maison, ça, on l'a ouais, perdu, bon, à part dans des grandes maisons, et encore, euh, c'est un sentiment qu'il faut créer ou recréer, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Il ne faut pas que les gens viennent travailler chez nous par défaut, parce que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de payer mon loyer, puis ça ou autre chose. Non, 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 non. Je crois qu'il y a une bien-être dans l'entreprise qui doit déboucher sur une fierté d'appartenance. Et je vais vous dire, les meilleurs ambassadeurs qui peuvent contrer la pénurie de personnel, ce sont vos propres employés. Parce que je vais vous dire, vos propres employés, quand ils sont dans un cadre amical et familial, ils parlent de leur boulot. Et selon comment ils en parlent, en disant je suis dans l'entreprise, c'est top, tu verrais le restaurant dans lequel je bosse, ils sont vachement sympas, on a des clients sympas, super ambiance, etc. Ça incite à les gens de dire ah bah tiens, bah, je vais peut-être aller bosser chez eux. Par contre, ils sont capables de dire le contraire. Ils sont capables de dire je travaille dans un truc, franchement, tu verrais l'ambiance pas terrible. Hein. Oh là là, c'est une ambiance très pesante. En plus, je fais des heures, on me les paye même pas, etc. etc. Vous imaginez le truc, vous imaginez derrière le bouche à oreille, quoi. Et attention à ce que je disais au début de cette intervention, de ce direct, la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est l'éthique, je l'ai dit, l'environnement, mais également ce social. On va avoir des consommateurs dans les mois et années à venir qui vont être de plus en plus sensibles à notre politique sociale. Attention à ça, attention à ça. Voilà. Eh bien, ce direct est terminé sur un sujet d'actualité qui fait beaucoup parler. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Si vous avez des questions, des besoins, ou si vous voulez que Jira bosse sur vous sur cet aspect-là, très orienté sur votre entreprise, appelez-nous, appelez-moi. On est très très disponible, on sera très très réactif et on viendra vous voir et on bossera avec vous.
Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, à très, très bientôt. Il y a Sylvain qui pose une dernière question. Prime pour un salarié qui apporte un nouveau salarié. Ah oui, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, Sylvain, le cooptage rémunéré. C'est ce que j'ai dit. Tant que la personne, on dit à un salarié, si tu m'amènes quelqu'un qui a la même banane que toi, la même pêche, le même service que toi, tu auras 50 euros ou 100 euros tous les mois tant que la personne restera dans l'entreprise. Tu sais ce que ça veut dire, ça? C'est le renversement de la pyramide de management. Ça veut dire qu'on s'auto-responsabilise et on responsabilise quelqu'un. Parce que je vais vous dire, si je fais rentrer un copain ou une copine à moi dans l'équipe et que je veux avoir mes 50 ou mes 100 euros tous les mois, je sais ce que j'ai à faire. Il va falloir que je m'en occupe, que je la coach et qu'elle reste dans l'entreprise. Donc, ça veut dire c'est l'autogestion. On se demande à quoi va servir un RH ou une RH. Et ça, je pense que c'est l'avenir. Encore une fois, on est dans l'implication, on est dans la responsabilisation. Voilà. Freddy, salut. Je vois que tu viens d'arriver maintenant. Alban, merci Monsieur Boudboud pour cette intervention toujours aussi pertinente. Merci, c'est très gentil Alban. J'avais adoré vos interventions à l'école de Savignac. Vous êtes un ancien de Savignac, Alban, apparemment. Bon, bah, ça me rajeunit pas, mais bon, dommage, je n'y vais plus. J'aimerais bien y retourner, mais bon, on me demande de ne pas y aller pour l'instant. Bon, allez, je vous laisse. Merci, merci pour votre écoute. Merci pour ce moment très sympathique et encore une fois à votre disposition pour reparler de tout ça. Bye bye.